Dans la chronique géopolitique avec Donald Blanchette. Bon matin, Donald. Bonjour Bruno. Bonne année. Merci beaucoup, toi aussi. Si on peut se la souhaiter, cette bonne année-là. Ah, c'est une année qui commence sur les chapeaux de roue. Oui, hein? Ouais, Ben, ouais. justement, je suis très heureux que tu aies accepté mon invitation pour venir discuter, pour venir essayer de nous expliquer un peu le contexte de la situation au Venezuela présentement. Explicable ou pas, on va avoir un peu de recul avec toi là, si tu veux bien. Qu'est-ce qui se passe? Depuis combien de temps premièrement, moi, j'ai pas vu ça venir, là, Ouais. les États-Unis qui envahissent le Venezuela. Ouais, malgré qu'il y avait les signes avant-coureurs, puis ça fait quand même un petit bout de temps, mais pour comprendre la situation actuelle, faut revenir dans le passé. En fait, toute situation qui se passe maintenant, il faut comprendre le contexte. Et puis je pense que pour le Venezuela, c'est la même chose. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à la fin des années 90, en fait, en 99, Hugo Chavez a été élu président du Venezuela. Et puis, dans son programme politique, c'était la révolution bolivarienne. Donc, c'est un gouvernement de gauche. Et puis, il voulait évidemment aider le peuple en exploitant mieux les ressources naturelles. Donc, cette révolution bolivarienne-là a pris les ressources naturelles, donc principalement le pétrole, dont le Venezuela était un grand producteur. Ils ont nationalisé. Ils ont nationalisé les compagnies, entre autres américaines, pétrolières, et ils ont pris les sommes et ils ont augmenté le niveau de vie du peuple. Mais cependant, Chavez a quand même eu un certain succès au début des années 2000. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il a été élu 4 fois aussi, je tiens à le dire. Mais en 2012-2013, en fait, en 2013, il est décédé. Et puis, les conditions économiques se sont dégradées. Vers la fin de son mandat, ça se dégradait. Les prix du pétrole s'est effondré et toutes les mesures qu'il avait mises coûtaient quand même extrêmement cher. Tranquillement, ça l'a exsangue l'économie. Bon, le terme, disons, a mis l'économie à mal. Disons que les sommes ne rentraient pas autant. Mais il y a eu quand même, si je peux faire une petite parenthèse, il y a eu quand même beaucoup d'exode des Vénézuéliens quand Chavez est rentré au pouvoir. Ben, oui, mais il y en a eu beaucoup par la suite, surtout à cause des conditions économiques. Parce qu'on parle d'exode d'environ presque le quart de la population. Mais si on revient, disons, au décès à ce moment-là de Chavez, son vice-président, c'était Maduro. Alors, c'est lui qui a remplacé Chavez et a continué dans la même lignée de la révolution bolivarienne et avec des conditions économiques de plus en plus pénibles, et ce qui a amené tranquillement l'industrie pétrolière à s'effondrer. Cette industrie-là ne s'est pas renouvelée au niveau des technologies. Donc, tranquillement, la production diminuait. L'argent ne rentrait plus et c'est là qu'on parle d'exode des Vénézuéliens. C'est là qu'il y a eu un grand exode. Donc, on parle de près de 8 à 9 millions de personnes, donc presque le quart de la population qui est partie dans les pays adjacents et un petit peu partout à travers le monde. Donc, c'est cette situation-là, tranquillement, a amené que le pays, l'économie s'est effondrée, les gens sont partis. Et puis, à travers ça, les États-Unis ont commencé à mettre leur focus sur ce pays-là, en accusant, entre autres, Maduro d'être un narcotrafiquant, son gouvernement d'être corrompu, ce qui est vrai, soit dit en passant. Là. Mais nonobstant tout ça, Maduro a quand même passé à travers 2 élections. 2 élections hautement controversées qui a fait que la communauté internationale, sauf certains pays qu'on pourra nommer un peu plus tard, toujours pas mal les mêmes, n'ont pas reconnu l'élection et ils continuent à mettre Maduro sur la liste noire, on peut dire. Donc, Maduro restait au pouvoir malgré tout, mais cependant, les États-Unis avaient mis un focus sur ce pays-là. Et dès les années 2020, les États-Unis avaient déjà inculpé Maduro de narcoterrorisme. Donc, ça ne remonte pas à cette année, là. Donc, on parle déjà, il y a 5 ans, déjà, les États-Unis avaient commencé à mettre un focus là-dessus. Et ils avaient commencé à mettre sa tête à prix, 15 millions. Et ils ont continué toujours. Là, il y a eu de multiples problématiques entre les États-Unis et le Venezuela. Et jusqu'au mois d'août l'année passée, les États-Unis avaient mis sa tête à prix 50 millions. Donc, comme je dis, ça n'a pas commencé au début janvier. À travers ça, cet automne, les États-Unis ont commencé à ramasser une flotte dans les Caraïbes et ont commencé à bombarder des bateaux
qu'il prétendait des bateaux de trafiquants de drogue et tuer des gens qui étaient sur ces bateaux-là. D'ailleurs, ça l'a fait une grande polémique parce qu'à un moment donné, le secrétaire à la Défense a donné l'autorisation de tuer des gens, des survivants d'un bateau qui avait été frappé par une première frappe. Les gens, 2 hommes avaient survécu en se tenant après les bords du bateau et il avait ordonné de Des achevés. des achevés. Alors ça ce serait considéré comme un crime de guerre, d'après beaucoup de monde. Mais ça Des pour dire- États-Unis. Des États-Unis. Donc, ça pour dire que cet automne, ce genre de frappes-là ont eu lieu à plusieurs reprises. Donc, si on part de Chavez en 99 jusqu'à sa mort en 2012, et puis Maduro depuis ce temps-là, 2013, on voit que continuellement, les États-Unis ont mis de la pression sur ce pays-là jusqu'à atteindre la situation qu'on connaît maintenant, où ils ont décidé carrément d'aller chercher Maduro directement dans son palais. Alors là, on a fait un peu le passé géopolitique du Venezuela et de la dictature sur place. Maintenant, là, on se retrouve en 2025, où ce que là, on commençait à en entendre parler de plus en plus du Venezuela. Je dirais à la fin 2024, on Oui. entendait parler de plus en plus à cause justement des interventions militaires des Américains qui bombardaient des bateaux dans la mer des Caraïbes. C'est ça. Et là, fin 2025, début 2026, on ouvre l'année avec ça. Les États-Unis enlèvent le président du Venezuela. Ouais. En fait, cette opération-là, je dois dire que je pense que tout le monde est d'accord que ça fut très bien fait. Je suis un peu plus âgé que la majorité de peut-être des auditeurs, mais je me souviens que des années, entre autres en 1980, les Américains avaient des otages en Iran. Ils avaient essayé de faire une mission d'exfiltration qui avait été une catastrophe. Les hélicoptères s'étaient percutés, les Marines étaient morts. Enfin, bref, ça semblait des amateurs. Alors que là, on peut dire qu'ils ont fait un travail de professionnels. On voyait un peu dans les informations qu'il y avait près de 150 appareils, hélicoptères, drones qui ont participé à la mission. Ensuite, les hélicoptères avec des Delta Force qu'on voit souvent, là, où on entend souvent parler, qui ont allé exfiltrer le président. Une cinquantaine de morts du côté du Venezuela, incluant, paraît-il, 32 Cubains. Ça, c'est assez étonnant. Quand tu penses que 32 Cubains, ça devait être donc la garde, c'était la garde rapprochée du président. Quand tu n'as pas assez confiance en tes soldats, puis tu as des mercenaires, déjà, tu peux te poser des questions. Mm-hmm. Ça, c'est clair. Mais aussi par rapport à ça, les Américains, quand même, comme je dis, ont réussi à exfiltrer Maduro et sa femme, en fait, les deux, pour les amener maintenant aux États-Unis. On voit qu'ils sont rendus à New York et ils commencent un procès. Mais nonobstant tout ça, belle réussite des forces spéciales. Ça, on ne peut pas leur enlever ça. Le problème, souvent avec les Américains, c'est toujours ce qu'ils font après. Mm-hmm. Ils peuvent réussir très bien. On peut parler de l'Irak. On en parlait tout à l'heure. Mm-hmm. Oui, ils ont dégommé Saddam Hussein, mais après ça, ce fut le bordel dans le pays avec des massacres, des scissions, l'émergence de l'État islamique. Donc, souvent, la gestion de l'après-coup d'éclat, on pourrait dire ça comme ça, est beaucoup plus erratique que le coup d'éclat en lui-même. Alors, c'est un petit peu ça qu'on peut voir maintenant. C'est que là, maintenant, Maduro est rendu là. Puis, comme par hasard, alors que c'était un pays où c'était la drogue, théoriquement, qui devait être le principal raison d'intervention, bien là, maintenant, la vice-présidente est rendue présidente, Mme Rodriguez. Et les États-Unis disent qu'ils sont capables de s'arranger avec le gouvernement qui est là. Mais évidemment, en autant qu'ils puissent contrôler le pétrole, et Trump a carrément dit maintenant qu'ils sont là pour ça. Oui. Donc, l'hypocrisie, c'est même pas hypocrite, en fait, c'est carrément dit maintenant. Oui. Alors que dans l'Irak, ils se drapaient encore de une certaine morale, disons ça comme ça, mais maintenant, ils s'embarrassent même plus. Le président actuel des États-Unis, je pense que c'est sa marque de commerce de vouloir transgresser tout ce qui s'est fait dans le passé. Oui, définitivement, et puis effacer même tout ce que ses prédécesseurs ont pu faire. On pourrait parler de l'Obamacare, des choses comme ça, mais ça, c'est une autre histoire. Mais tout ça pour dire donc ils veulent maintenant carrément contrôler le pétrole. Cependant, ce qu'il faut voir aussi, on en parlait juste un petit peu avant dans l'émission,
c'est que l'industrie pétrolière vénézuélienne a été en décrépitude pendant quand même plusieurs décennies. Donc, remettre à niveau cette industrie-là va prendre beaucoup d'argent et du temps. Parce que tu sais pas juste de changer une ampoule dans une lumière dans On peut une pièce. non, c'est ça, on peut reconstruire au complet, Il là. faut reconstruire au complet. Donc, ça va prendre quand même plusieurs années. Puis là, je voyais des commentateurs qui s'inquiètent pour le pétrole canadien. Je pense qu'on a encore du temps devant nous par rapport à ça, par rapport, je dirais, au niveau économique. Ce qui devient plus problématique, c'est le niveau politique. Suite à cette intervention-là, la Chine et la Russie se disent sans doute maintenant, j'imagine Poutine dans son palais à Moscou, dans le Kremlin, doit dire, ben, regarde, moi à cette heure, je peux faire ce que je veux. Là. Tu sais, la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie. Venez pas me dire quoi faire. Venez Là. pas me dire quoi faire chez nous. Là. Fait que ça, puis la Chine avec Taïwan. Même si les États-Unis, envers Taïwan, ils ont dit encore qu'ils appuyaient à Taïwan, mais disons que c'était un peu plus timide comme parole. Oui, parce que Venezuela était en affaires avec la Chine et la Russie. Définitivement. C'était des pays qui avaient quand même qui avaient accepté les élections de Maduro, donc qui l'appuyaient. Donc, pour eux, c'était un peu aussi une certaine claque sur la gueule, on peut dire ça comme ça pour eux. Mais malgré que c'est tellement loin dans leurs intérêts vitaux que moi, je pense pas qu'il se passe rien. Sauf des protestations, des choses comme ça. Mais comme je dis, ils prennent bonne note que la cour arrière des États-Unis, c'est eux qui s'en occupent, les États-Unis. Donc, en théorie, dans leur cour arrière, c'est à eux à faire le ménage. Et puis, je pense que c'est un peu plus ça qui risque d'arriver. Puis là, je voyais aussi, là, les gens s'inquiètent pour Cuba. Cuba, ça fait longtemps aussi qu'ils sont dans le collimateur des États-Unis. C'est une île qui n'arrache de plus en plus. Je ne connais plus de personne qui va voyager à Cuba maintenant parce que les conditions sont déplorables. Et c'est quoi la stratégie derrière le potentiel de Cuba pour les États-Unis? Ben, je pense qu'il y a... À Cuba, c'est une vieille histoire d'orgueil, à la limite. Tu sais. Parce que quand Batista, qui était le dictateur à l'époque, avait été dégommé par Castro à la fin des années 50, début des années 60, c'était le terrain de jeu des Américains, Cuba. Il y avait des casinos, il y avait beaucoup de prostitution. Bon, parce que c'est beau, c'est une belle île. C'est une belle île, c'est à côté de la Floride, une centaine de milles, donc c'était un peu leur cour arrière. Alors, ils ne l'ont jamais véritablement appris que Cuba devienne communiste, et c'est là qu'il y a eu la crise des missiles de Cuba, ça détroit d'ailleurs. Mais nonobstant tout ça, est-ce que Cuba, c'est tellement près des États-Unis que... par rapport, entre autres, au Venezuela. Alors, ça fait longtemps qu'ils l'ont. Puis, il y a une très grosse communauté cubaine aussi, entre autres à Miami, qui, eux, c'est des gens qui sont partis de Cuba quand Batista a été renversé par Castro. Alors, eux, ils ont toujours milité pour renverser le gouvernement qui est là. Et ces gens-là aussi, les Cubains avaient aussi, à l'époque, nationalisé les industries. Donc, si on regarde ce que Trump dit, les Vénézuéliens ont nationalisé les compagnies pétrolières avec Chavez. Ben, peut-être qu'il y aurait un peu dans la même idée, disant, ben, regardez, on va aller rechercher aussi ce qui était à nous autres là-bas. Ça, c'est Il y a beaucoup de si encore devant nous, Donald Blanchette. Oui. On aura l'occasion d'en reparler en terminant. On peut s'attendre à quoi là, dans les prochaines semaines? Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se le demande, beaucoup de chefs d'État, beaucoup de chancelleries, principalement en Europe, qui se demandent ce qui va se passer avec le Groenland. Et puis, on peut commencer à se demander ce qui va se passer avec le 51e État aussi. Bon, ben, je t'ai pas demandé de nous rassurer ce matin, mais écoute, c'est l'air du temps. Hein? On va vivre ça en 2026, alors... Oui, en souhaitant que les démocrates puissent gagner les élections de novembre, ça pourrait peut-être aider un peu, mais ça ne sera pas facile. Non, hein, même qu'il a l'air très... il a le président a le couteau entre les dents, justement, pour ces élections-là. C'est le cas de le dire. Merci beaucoup de ta présence encore une fois ce matin. On aura l'occasion de se reparler. Merci.